Égolène Delili, merci de votre présence. Merci à Madame et Messieurs les élus de leur présence également, de leur participation. Donc le sujet maintenant, c'est le regard des élus et des acteurs politiques sur ce qui s'est passé depuis 10 ans, depuis 2011. Je vous présente donc à votre gauche Vincent Bru, qui est le député de la 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, à savoir grosso modo le sud de la côte. Il est donc membre du groupe parlementaire La République En Marche et personnellement il est adhérent du MoDem. À ses côtés, Alain Hiriard, maire de Saint-Pierre-d'Irube, qui est aussi conseiller délégué à la communauté d'agglomération Pays Basque et qui est membre de Euskal Baia. Alicia Guessard, donc vous étiez conseillère régionale d'Aquitaine jusqu'au dernier renouvellement, c'est-à-dire le scrutin qui vient de se dérouler, et vous êtes membre de Europe Écologie Les Verts. Ensuite, Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, et il est membre du MoDem. Jean-René Etchegaray, président de la communauté d'agglomération Pays Basque, maire de Bayonne, il est membre de l'UDI, du parti centriste UDI. Enfin, Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques, il est membre du parti Les Républicains. Et aujourd'hui, nous n'avons pas pu, à la dernière minute, accueillir Frédérique Espagnac, également sénatrice Parti socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Donc le débat maintenant va se dérouler en 2 temps, principalement. On va commencer par une présentation par chacune du regard qu'ils portent les uns et les autres sur les 10 ans qui viennent de se dérouler. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous regarderons plus en détail ce qui reste à faire. Donc, je vais me tourner vers Alice Guessard. Si vous pourriez, dans un premier temps, nous dire finalement qu'est-ce que vous retenez de ce qui s'est passé depuis 10 ans, à votre avis. Bonjour tout le monde. Bien, dans un premier temps, ce que je voudrais me souvenir aujourd'hui, c'est la grande bouffée d'espoir que nous avait apporté cette conférence d'Ayété. Après de multiples péripéties, de multiples tentatives avortées, c'était la première fois que nous avions, nous, la possibilité de nous engager d'une certaine façon dans ce processus de paix et d'en être acteur. Je crois que ça a été vraiment un grand moment d'espoir. Alors bien sûr, nous savions que ça ne serait pas une route tranquille et que ça serait une longue route. Et nous y avons pris notre part, donc progressivement, comme ça a été dit par Véronique Dudoué à l'instant. Ce que je voudrais remarquer aussi, c'est la diversité de cette table ronde de ce matin, qui est vraiment représentative de la diversité des 10 années passées, où nous avons appris à nous faire confiance, où nous avons appris à travailler ensemble, à avoir un objectif commun. Et ce n'est pas évident quand on est de la droite, du centre, de la gauche, à Bertsalé, et d'avoir tous un objectif commun et d'arriver à s'entendre et à travailler ensemble. Et ce consensus, nous l'avons créé tout au long de ces 10 ans et nous continuons de le créer aujourd'hui. Alors les avancées, certes, il y en a eu.
il y en a eu, on est vraiment très, très heureux d'avoir vu se rapprocher les prisonniers de leurs familles, parce qu'on ne pouvait pas accepter cette double peine de l'emprisonnement et à la fois de la pénalisation des familles de détenus. Ça, c'est une avancée majeure. Par contre, bien entendu, il y a aussi des choses qui n'ont pas avancé comme nous l'aurions souhaité. Le fait que nous ayons encore en prison des personnes qui y sont depuis plus de 30 ans, qui auraient pu être libérées depuis longtemps, c'est quelque chose qui nous est assez insupportable. Bien, merci. Je ne l'ai pas dit, mais tout le monde l'avait compris, c'est possible une expression qui ne dure pas plus de 5 minutes, ce que vous avez parfaitement respecté. Je vous en remercie. Donc je me tourne peut-être par ordre protocolaire vers les parlementaires. Vincent Bru, alors ? Oui, merci. D'abord pour vous dire que je n'étais pas à Ayété, c'est-à-dire à Donostia, il y a 10 ans. J'étais maire d'une commune du Pays Basque intérieur, mais dès que j'ai été élu député, j'ai pris vraiment au sérieux cette question lourde, difficile, et en particulier j'ai décidé de visiter des détenus. Je suis allé à Saint-Martin-de-Ré, je suis allé à Lannemezan, je suis allé à Mont-de-Marsan, je suis allé à Roanne, et puis avec Max Brisson, nous sommes allés également dans la région parisienne pour rencontrer des détenus, et pas simplement des détenus, mais à chaque fois, j'ai, en ma qualité de parlementaire, rencontré des chefs d'établissements pénitentiaires et des représentants des gardiens de prison. Et ensuite, nous nous sommes engagés effectivement dans ce petit comité exécutif qui avait pour objet de rencontrer régulièrement la représentante de la garde des Sceaux à l'époque au ministère de la Justice. Qu'est-ce que je retiens de tout cela? D'abord, une forte mobilisation des élus, comme l'a dit ma collègue, c'est-à-dire toutes tendances confondues. Il y a un consensus très fort sur cette question. C'est heureux, comme sur d'autres d'ailleurs, comme sur la langue basque, et c'est heureux. Je note aussi la forte mobilisation de la société basque. Et je crois qu'aujourd'hui et demain, plus qu'hier, cette mobilisation est souhaitable, elle est absolument incontournable. C'est par la pression des associations et des citoyens qu'on arrivera à bouger les choses, à aller plus loin en avant dans cette démarche de paix. Certes, ça n'enlève pas la responsabilité des élus, mais je crois que tous ensemble, nous devons agir. Alors, ce que je retiens pour terminer rapidement, c'est d'abord les très grandes avancées, comme tu l'as dit tout à l'heure, notamment sur le rapprochement des détenus, et des détenus hommes en particulier, la levée des statuts de DPS, sauf pour 3 ou 4 d'entre eux, donc des très grandes avancées qui ont été faites sous le mandat du président de la République actuel. Mais je dois dire que, en tant que membre de la majorité, j'ai un sentiment, un goût d'inachevé, car nous aurions aimé aller plus loin encore, et en particulier sur 2 points. D'abord, la situation des 2 condamnés à perpétuité qui ont plus de 70 ans et qui ont plus de 30 ans de détention. Je ne comprends pas que l'on puisse nous parler en commission des lois à l'Assemblée nationale du sens de peine lorsque ce sens n'existe plus pour ces 2 détenus qui ont adhéré au processus de paix. Et puis je ne comprends pas non plus l'attitude très fermée du parquet national antiterroriste qui refuse de voir l'évolution justement depuis 10 ans que nous avons connue au Pays Basque et qui continue à avoir les mêmes arguments pour prononcer des décisions de refus. Je crois que vraiment là-dessus nous devons avancer et cela veut dire que par conséquent, oui, depuis 10 ans, un grand pas a été fait. Il a été fait en France, il est peut-être fait aujourd'hui davantage en Espagne, ce qui est un paradoxe. Et je pense que dans les années qui viennent, mais surtout dans les mois qui viennent, il faut continuer à exercer cette pression, tous ensemble, pour arriver
à affermir ce chemin de la paix au Pays Basque. Merci Vincent Bru. Max Brisson, pourriez-vous enchaîner? Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette travée, pour vous qui êtes sur les bancs du public, je suis à son hasard à votre droite. Et j'ai eu, c'est vrai, parfois le sentiment sur les épaules de devoir assurer le consensus politique à moi tout seul. Plus sérieusement, j'étais à Yété avec ce que j'étais dans mon passé, et j'ai quand même eu le sentiment, n'ayant pas le même parcours que beaucoup d'entre vous, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait, sans grandiloquence, un temps d'histoire, un moment de rupture, une page nouvelle qui s'ouvrait. Il y avait une ambiance. Et parfois, l'histoire, elle est faite de moments particuliers où se noue quelque chose qui dépasse les auteurs qui y participent. Depuis, bien sûr, il y a eu des lenteurs insupportables, des moments de découragement, des sentiments, c'est lié à l'unité dont vous parliez tout à l'heure, des moments où on avait le sentiment que rien n'avancerait, tellement le silence était assourdissant. Mais si on place tout ça dans le temps de l'histoire, et disant c'est court dans le temps de l'histoire, il y a eu aussi de formidables moments d'accélération. Et j'ai la faiblesse de penser, même si il y a un peu de prétention de notre part de penser, que le consensus, c'est-à-dire tout simplement la connaissance mutuelle de l'un vers l'autre, l'idée peut-être qu'on était un peu différent des caricatures que l'on peut avoir et des représentations que l'on peut facilement et confortablement installer dans son esprit, finalement, il y a eu des formidables moments d'accélération. Moi, je conserve dans mon parcours public et politique un moment très fort dans ma tête de ce qui s'est passé après la mascarade de l'Ouossoa. Ce qu'on a vécu, Serge Chabilaral, le lendemain ou le surlendemain de ces moments, de ce moment de l'absurdité que la raison d'État peut parfois amener. Et c'est ce consensus qu'on a su créer, c'est ces liens qui n'empêchent pas les combats politiques, qui n'empêchent pas les clivages, qui n'empêchent pas la vie démocratique, qui nous a permis de connaître ces temps d'accélération, le désarmement, ce qui s'est passé, Jean-René Etchegaray, dans ta ville, en avril 2017, ces moments particuliers où politique et société civile ont dépassé les clivages pour avancer. Donc il y a eu des temps d'accélération qui ont été des temps heureux. Le message que je voudrais apporter ce soir, je pense qu'on parlera dans le deuxième temps des perspectives, c'est que ce consensus, il n'est pas acquis, il n'est pas définitif, il s'entretient, il se nourrit, il nécessite le respect de l'un pour l'autre, il nécessite aussi, on en parlera tout à l'heure, d'apporter des réponses politiques au sujet de tensions qui se renouvellent constamment. Il y a bien sûr la question des prisonniers. Moi, je suis comme Vincent et comme beaucoup d'autres, l'humaniste que j'essaie d'être, a beaucoup de mal à imaginer qu'on peut rester 32 ans en prison et qu'on peut être malade, avoir un âge avancé et rester en prison. Et c'est en vertu de principes humanistes, au-delà de la question proprement dite politique basque. Donc ce consensus, il nous est nécessaire demain pour apporter des réponses au dossier du Pays basque. Et je le dis très simplement, ce consensus, il se nourrit, il se travaille, il se conforte. Et si ce temps de ces 10 ans d'Ayété servait à quelque chose, c'est peut-être pour remettre du charbon dans la machine du consensus. Merci. Jean-René Etchegaray, dans votre ville, disons dans la ville de Bayonne plutôt, ainsi que dans l'ensemble du Pays basque, décidément il se passe beaucoup de choses, aujourd'hui encore. Finalement, vous aussi, quel est votre souvenir ou quels sont les principaux événements que vous retenez depuis 10 ans? Alors, comme je me retrouve dans toutes les déclarations qui viennent d'être
faites, qu'il s'agisse de celle de Max à l'instant, de Vincent juste avant, et puis aussi d'Alice, voire même de Jean-Daniel tout à l'heure et de notre conférencière de la Fondation Berghoff. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit sur cette espèce de stop and go qu'on vit, ces accélérations dont parlait Max Brisson il y a un instant, ces moments de découragement qui peuvent exister, mais avec aussi cette volonté que nous avons de voir les pas positifs qui ont été réalisés. Je vous donne juste un sentiment, mais finalement présent. Il y a quelques jours, j'étais à Paris devant la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire, appelé à témoigner sur le processus de paix au Pays Basque pour un de nos compatriotes qui, par les actes qui lui étaient reprochés, finalement se voyait reprocher des choses qui sont en relation avec le processus de paix. Et je me dis que malgré tout, on est plutôt dans le stop que dans le go, au moment où je vous parle. Nous sommes en panne. Nous sommes en panne parce que quand vous vous exprimez devant un tribunal, comme je l'ai fait, dans un prétoire où vous êtes là pour vous dire ce qu'est aujourd'hui l'évolution du processus de paix au Pays Basque, pour éclairer les magistrats et leur dire les choses ont changé. Là-bas, au fond de cet hexagone au Pays Basque. Et peut-être faut-il voir les actes qui sont reprochés aux uns aux autres à la lumière, à l'aune de ce qui se passe justement depuis 10 ans. On se demande si on partage le même alphabet. On se demande si on partage, si on comprend les choses de la même manière. Et j'ai le sentiment que non, précisément. Au regard des questions qui m'ont été posées, et ça, ce n'est pas une critique de l'autorité judiciaire que je suis en train de faire. Je suis en train simplement de dire qu'un monde nous sépare. Que ce qui s'est passé ici ne se sait pas, là où il faudrait que ça se sache. Et c'est assez important parce qu'une grande partie des questions que nous avons à régler aujourd'hui est effectivement la question de la situation des prisonniers. Et que si nous ne sommes pas en capacité, et nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui de faire évoluer les choses, on parle du PNAT, Parquet national antiterroriste, qui fait systématiquement appel des décisions de première instance qui sont favorables aux demandes de libération conditionnelle. PNAT, c'est une espèce de résurgence aujourd'hui, pour ce qui concerne les affaires basques, une résurgence de la justice politique. Moi, je pensais que la justice politique sous la Ve République avait disparu. On le crut. Lorsqu'on a supprimé la Cour de sûreté de l'État, premier acte de la présidence Mitterrand en 1981. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un traitement des affaires pénitentiaires qui est un traitement politique. C'est ce que d'ailleurs j'ai tenté de dire devant les magistrats de la 16e chambre correctionnelle, sans être entendu, évidemment. Mais on a un problème sur le traitement politique que nous avons aujourd'hui, alors même que les infractions dont il s'agit sont des infractions de droit commun, et que si elles avaient été commises sans aucun objectif politique, parce qu'effectivement ces infractions sont commises avec des convictions, et par des convictions politiques, eh bien les personnes seraient déjà dehors. Et depuis fort longtemps, 32 ans d'incarcération, ça n'existe pas pour les crimes de droit commun. Ça n'existe plus, sauf pour les prisonniers basques. Alors, il y a un véritable problème, je termine là-dessus, je parle moins du passé que de l'avenir, en disant que finalement, nous sommes actuellement un peu à l'arrêt, tout simplement parce que les messages qu'on souhaiterait faire passer au parquet national antiterroriste, et les messages qu'on souhaiterait faire passer à l'autorité judiciaire, dont on respecte l'indépendance, eh bien, ces messages ne passent pas. Et que le gouvernement
a beau vouloir parfois, et c'est vrai, entendre nos demandes sur le rapprochement des prisonniers, mais il y a fort longtemps que nous n'avons pas de signes positifs. Alors, à l'approche des élections présidentielles, moi je dis qu'il est temps que le gouvernement donne un signe positif, et c'est ce qu'on attend. Nous voilà presque déjà dans la deuxième partie, mais avant ça, Jean-Jacques Lasserre. Bien, merci. Quelques mots. Donc, deux parties, le constat et également la projection sur l'avenir. C'est bien comme ça qu'on... Bon, merci de votre invitation. Moi, j'ai pas, malgré les menaces d'Anaïs, hésité longtemps pour venir aujourd'hui, parce que ce débat m'intéresse tout simplement. Et moi, je vous dis, on vient ici, pardonnez-moi Jean-René, dans un esprit différent que quand on va à la foire au jambon. Au moins, on est obligé de penser à ce qu'on va faire, ce qu'on va dire, et à faire chacun un peu de... Non, pas trop loin, mais un peu d'introspection. Et c'est ce qui me fait dire que ce débat est extrêmement sérieux et profond. Et moi, je veux apporter, comment dirais-je, le point de vue que je peux apporter. Chacun connaît mon parcours, mes idées, mes convictions. Nous avons vécu un grand moment, tout le monde le dit, et c'est vrai, à Ayété, un moment particulier de la vie publique, de la vie sociale, de la vie du Pays Basque. C'était un moment extrêmement émouvant. Juste après ou juste avant, on sentait confusément que le TA allait prendre les décisions, non pas de dépôt des armes, mais d'arrêt de la lutte armée. Il y avait quelques infos qui filtraient. C'était vraiment un moment qui n'était pas neutre. Et donc, c'était vraiment un moment qui devait exister. Et jamais on remerciera assez tous ceux qui ont apporté, par leur témoignage, leur expérience, certains sont présents dans la salle, ont apporté des choses fondamentales au débat d'Ayété. Ça a rajouté à la solennité, à l'expertise, à tout ce que... Bien, je n'y reviens pas. Vous savez, je crois que dans une affaire comme celle-ci, au-delà des appartenances politiques et des partis que l'on prend pour différentes raisons, je crois qu'il faut qu'on se pose la question comment, pourquoi en est-on arrivé là? En tout cas, moi je suis de ceux, je ne suis pas le seul, qui considère que nos vies, nos jugements, nos postures sont toujours marqués par nos origines, par le milieu où on a vécu, les formes d'éducation et par les expériences que nos vies respectives nous ont données. On a tous, pour rester sur ce sujet, eu des contacts divers et variés, très souvent fortuits. C'est souvent à l'occasion de ces rencontres-là qu'on arrive à se former un jugement dont il ne faut jamais considérer que c'est un jugement reproductible et définitif, mais en tout cas, il y a aussi, par rapport à nos engagements respectifs, je le pense, un jugement qui doit nous être personnel, quasiment intime. Hein, on ne met pas tout ça en équation, et c'est comme ça que moi j'ai abordé ces débats. Et sur la première question qui avait été évoquée à Ayété, les prisonniers politiques, bien entendu, un bon travail a été fait. Un très bon travail a été fait. Il fallait probablement, assurément, s'écarter un peu des cicatrices, des débats certes justifiés, et s'écarter des meurtrissures pour quand même convenir qu'il y a des choses, des éléments qui peuvent rassembler. C'est un peu sur ça qu'on s'était retrouvés. Et après, donc, la vie a continué. Comme enseignement, qu'est-ce que je retiens? L'appropriation de ce combat par la société. Qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas le seul débat qu'il y a en Pays Basque où on constate de l'appropriation, c'est important. Nous, les élus, qui essayons justement dans nos initiatives de sécréter de l'appropriation, c'est pas simple. Et là, moi, j'y vois, j'ai noté ce matin avant de venir, je vois de bonnes raisons, une bonne stratégie développée, mais une stratégie qui correspondait à un désir profond. S'il n'y a pas ces deux éléments, les affaires ne marchent pas. Je crois que la forme qui a été proposée donc, a été une bonne forme, y compris les formes, comment dirais-je, de manifestations publiques d'importance. Mais la mayonnaise a pris, si je puis dire, parce qu'il y avait un sentiment profond qu'il fallait aller dans ce sens. C'est pour ça que ça a marché. Je crois, je suis sûr, Vincent en a parlé un peu, que nos institutions, nos démocraties ont pris compte de ceci. La question reste posée, fallait-il ou pas? Je pense que oui, mais ce n'est pas un appel définitif dans la forme. Fallait-il ou
pas des manifestations d'envergure pour que nos systèmes démocratiques, si je puis dire, en prennent conscience. Oui, il les fallait, ce qui me fait dire que, autant je parlais de sensibilité dans ces problèmes-là, autant je considère que nos systèmes démocratiques sont un peu trop démunis de bonne sensibilité lorsqu'ils portent des jugements sur les problèmes qu'on fait remonter. Moi, j'étais parlementaire quelques années et j'ai toujours été très étonné de la superficialité des jugements que très souvent... Alors, il n'y a pas que le monde politique, peut-être, et je ne sais pas s'il faut y mettre la magistrature ou d'autres, la légèreté des sentiments, de l'analyse personnalisée qu'on peut se faire au niveau du Pays Basque. Le Pays Basque, il fait bon y vivre, j'y reviens, la foire au jambon, les fêtes de Bayonne et compagnie. C'est totalement, c'est presque un rideau de fumée pénalisant pour le Pays Basque que de faire regarder le Pays Basque sous cet angle-là. Je pense que nos démocraties, elles ont besoin de bouger un peu dans la sensibilité des approches, si je puis m'exprimer comme ceci. Et là, pour revenir au sujet, je crois que les démarches ont été de bonnes démarches. Les débats sont toujours utiles. J'ai souvent l'occasion de nous en entretenir. Et ce qui est vrai, on peut manifester des points de vue différents sans qu'il y ait, comment dirais-je, altération dans la relation de courtoisie, de respect des interlocuteurs. La preuve a été faite que les débats existent. Pour certains d'entre nous, parfois agaçants, parfois dérangeants, parfois interpellants, appelons ça comme on voudra, mais ils se sont toujours déroulés depuis une dizaine d'années dans la plus grande des dignités, si je puis dire. Et sur des sujets qui nous préoccupent tous, moi j'ai bien lu les interventions des uns et des autres, M. Machias, on se connaît depuis ce que vous avez écrit dans cette affaire-là, la culture de la mémoire. Il faut qu'on continue à en parler. Il n'y aura jamais d'oubli. Y aura-t-il du pardon? On peut l'espérer, souvent on emploie le mot, peut-on vivre ensemble? Il y a des cicatrices visibles, mais qui au moins ont comme vertu d'apaiser un peu la discussion, mais je crois qu'il faut qu'on s'habitue à vivre au minimum avec, comment dirais-je, une mémoire vivante et avec le désir de cohabiter, faute d'aller peut-être plus en avant. J'espère que le temps fera les choses. Voilà moi ce que je retiens de ce moment-là et l'impression que j'ai aujourd'hui, mais ça va être la seconde partie du débat, c'est que j'ai l'impression que c'est les raisons, les conditions de vivre ensemble, parce que c'est ça la paix, la construction de la paix. Je pense que, au regard de problèmes qui sont réglés, pas définitivement, mais on peut espérer que ça continue d'avancer. Les raisons, les conditions de vivre ensemble changent un peu d'allure, changent un peu de visage, parce qu'en 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses, des interpellations sociétales complètement différentes, donc il nous appartient de voir collectivement. Alors, est-ce au sein de ce mouvement, est-ce ailleurs? J'y compte également. Il faut que nous regardions les yeux très ouverts la réalité des problèmes qui nous sont posés et la construction des conditions pour qu'on puisse imaginer du vivre ensemble dans ce pays. Pardonnez-moi de dire, le sujet que nous avons traité, et c'était donc l'épisode de l'ETA, les prisonniers politiques, le sujet que nous avons traité donc, qui nous mobilise tous, notamment aujourd'hui, sur le contrat, c'est un sujet qui doit forcément s'élargir aux problèmes de société que nous regardons avec des fois de l'impuissance, mais en tout cas, les uns les autres, une formidable volonté d'essayer de les, mais ça va être la seconde partie, d'essayer de les regarder. Merci. Alain Riard. Écoute, Deneri, bonjour à toutes et à tous. Alors, après les interventions de mes collègues, pour terminer cette première partie, la déclaration d'Ayété, pour moi, c'est d'abord un cap qui a été dessiné pour mettre fin à un temps de violence long et dur. La déclaration d'Ayété, avec la société basque, ça a été rappelé à plusieurs reprises, les observateurs et les acteurs internationaux, dont certains sont ici, ont dit plusieurs choses importantes que je me permets de rappeler. D'abord, ont émis des préconisations pour aller vers une paix durable. Certaines de ces préconisations ont été entendues, pas toutes. Ensuite, ils ont demandé à ETA de mettre fin à la lutte armée, chose qui a été faite. Ils ont demandé au gouvernement français et espagnol de créer des espaces de dialogue. Une partie de ces espaces a été créée, mais
mais pas de façon complète. Mais ce sera peut-être la deuxième partie du propos. Donc pour moi, Ayete, c'est un moment extrêmement positif. Positif parce qu'il a dessiné une perspective nouvelle pour la société basque, plus généreuse et plus confiante dans l'avenir. Ça a été rappelé à de multiples reprises. Et cette opportunité, il fallait la saisir. Ça a été rappelé par l'ensemble des acteurs qui sont ici. D'abord, c'est la société basque qui s'en est saisie. Et les élus ont également participé, quelle que soit leur sensibilité, à cet effort, à cet engagement collectif. Et il faut retenir cet aspect positif. Alors des inquiétudes, il y en a et elles sont nombreuses. Les espaces de dialogue qui avaient été envisagés avec leur partie discrète mais également publique, je ne suis pas certain qu'elles soient aujourd'hui au rendez-vous. Certains d'entre vous ont dit leur inquiétude. J'ai ce même sentiment d'un arrêt de cet engagement. Est-il définitif ou pas? Je n'ai pas la réponse à ça. J'espère qu'il ne l'est pas. Mais l'inquiétude est ici. Je ne sens pas la réponse des gouvernements français et espagnols à la hauteur de la situation et de l'engagement collectif qui a été le vôtre et le nôtre, et d'abord souligner l'engagement de la société civile. On a parlé des artisans de la paix, de Bakebidea, de l'Okari, qui ont entraîné un certain nombre d'entre nous aussi dans cette réflexion. Nous ont pas contraints, mais nous ont incités à travailler ensemble pour... Et en fait, c'est ça ce qu'a amené Ayete, c'est de regarder avec des sensibilités qui sont différentes sur la société basque, de regarder ensemble vers un avenir qui peut être commun, quelles que soient nos sensibilités. Et je voudrais dire qu'Ayete, pour moi, c'est également aussi la prise en compte de ce qui a entraîné le conflit armé, c'est-à-dire les raisons politiques, sociales et culturelles qui ont créé ce conflit. On ne parle pas d'un conflit de droit commun, c'est des aspirations d'hommes et de femmes pour bâtir une société, alors qu'on utilisait des moyens violents pour l'exprimer. Ça s'est fait de façon forte, continue, dure, traumatisante, avec ETA en Egualde, en Pays Basque d'Espagne. Ça s'est fait en Pays Basque de France, en Iparralde, de façon plus courte et avec moindre intensité avec Ipar et Tarak. Mais les motivations sont les mêmes. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est la raison pour laquelle je me suis inscrit dans ce mouvement positif avec tant d'autres. Les motivations, c'est d'abord l'exercice du droit des peuples à disposer de leur destin. C'est l'exercice du droit à l'affirmation d'une identité, d'une langue et d'une culture basque. Alors ceci pas contre les autres, mais aux côtés. Chacun à sa place et chacun se nourrissant de l'expérience de l'autre. Voilà, ce sont les aspirations politiques qui ont mené cela et on ne peut pas mettre fin à un conflit si on ne prend pas en compte ces aspirations profondes. Voilà, donc je voudrais saluer dans ce premier temps la place qu'ont pris tous les acteurs, quelle que soit leur sensibilité, du Pays Basque et internationaux qui nous ont accompagnés et qui nous ont apporté leur expérience de conflit qu'ils ont vécu par ailleurs. Tout cela parce que ça donne une chance, hein, je conclurai là-dessus, une chance, une vraie chance à ce processus que madame vous avez appelé, je l'ai rajouté, je me permets de reprendre vos paroles, multilatéral, inclusif et participatif. Bien, merci. Merci à chacune et à chacun de vos contributions. Donc à ce stade, au terme de notre première étape, je retiens au moins 4 points qui semblent présents dans vos pensées, sinon dans vos expressions. D'abord,
à l'évidence, depuis 10 ans, et déjà en 2011, presque tous les partenaires étaient là, présents, et ils le sont encore pour être actifs dans ce processus. On pourrait y ajouter, bien sûr, des forces économiques, des forces culturelles, syndicales, etc. Deuxième aspect, il y a un problème qui est sur la table, qui le demeure, hein, c'est celui des prisonniers, aussi bien au nord qu'au sud. Troisième aspect, c'est celui des victimes, toutes les victimes. Et enfin, quatrième aspect, entre autres, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui et qui nous occupe depuis 10 ans, si ce n'est plus, c'est la société basque, le Pays basque, son avenir. Bon, j'ajouterais une touche personnelle. Quand tu nous racontes ça, Coco, de quoi tu nous parles? C'est fini. Donc, quand moi, journaliste, je me tourne vers mes collègues parisiens pour leur dire il y a encore des choses qui se passent au Pays basque, le dossier n'est pas fermé, au contraire. Il y a des mouvements plus que tectoniques qui... Il faut en parler, que ce soit le contexte politique, que ce soit les points que je viens de signaler, que ce soit le logement, etc. Bon, alors, d'une part, il y a d'autres problèmes ailleurs en Europe, hein, qui sont parfois identiques, mais pour beaucoup de mes collègues, nos consoeurs, nos confrères, dans les rédactions parisiennes, écrites comme audiovisuelles, le dossier du Pays basque, c'est fini, il ne se passe plus rien. Qu'est-ce que tu viens nous raconter là? Bon. Donc cette distance, elle est plus forte que les 800 km qui séparent Bayonne de Paris. Donc il faut en tenir compte, et je pense que c'est déjà l'un des problèmes qui conditionne le futur. Alors je vais me tourner vers Jean-René Etchegaray, puisque vous avez déjà commencé à proposer votre regard sur le futur. Alors, vous voulez parler de cette distance, et c'est bien ce qu'on constate, c'est qu'on n'est plus entendu. Alors, est-ce que le Pays basque ne serait plus en France? Il faut répondre à cette question. Est-ce que la France ne serait pas la France des territoires? Je pose la question au président Macron. Mais il n'y a plus de France alors. Mais s'il n'y a plus de France, il faut le dire. Moi, je suis très inquiet parce que quand on voit la difficulté qu'on a à faire avancer la question linguistique, et je ne dis pas qu'on n'a pas fait des avancées, parce que ce serait faux de dire qu'on n'a pas fait des avancées. Je dis que c'est dommage que le président de la République, qui a fait des déclarations à l'occasion du G7, qui nous a parlé de cette langue qui faisait partie du patrimoine de la France. Enfin, on est dans ce pays devant une grosse difficulté quand même, parce que l'article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français. C'est juste après l'article 1. Hein. C'est juste après les fondamentaux, la République indivisible, etc. etc. Et on se retrouve aujourd'hui à se demander si on vient bien reconnaître la spécificité des territoires dans ce pays. Et le Pays basque demande un traitement spécifique, c'est vrai. Et si nous, on s'est organisé en communauté Pays basque, c'est qu'on considère qu'on est capable d'organiser et de prendre en main notre avenir. Et alors, est-ce qu'on le fait bien? On le fait. On le fait. Et c'est ça qu'on demande. Et rien de plus. Et lorsqu'on est en train de dire qu'on n'a pas un traitement des prisonniers politiques qui est conforme
Parce que c'est même une conformité par rapport aux droits fondamentaux. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que lorsqu'on a 32 ans d'incarcération, qu'on a 70 ans, 71 ans, voire plus, on est malade, qui plus est. On est malade. Pour ces des prisonniers, nous avons des cas, effectivement, des pathologies graves. Eh bien, on ne répond pas à la demande qui consiste à dire, eh bien, traitez-les comme des prisonniers de droit commun. Droit commun. On demande à être traités comme des prisonniers de droit commun. C'est ce qui est demandé par les avocats concernés. Eh bien, en première instance, c'est quelquefois entendu. Et voilà, le PNAT, au nom d'une raison d'État, peut-être, le PNAT venir dire non, non, on fait appel parce que vous comprenez, c'est pas possible. Il y a des souffrances qui ne sont pas prises en compte. Comment ça, les souffrances ne sont pas prises en compte? Comment est-ce que depuis le départ d'Ayete, il a bien été question de dire qu'il fallait faire ce travail de mémoire? Les spécialistes en expliqueront tout à l'heure dans les tables rondes qui vont suivre, mais ce travail-là, nous, on est ouverts. On a cessé de le demander. Moi, je n'ai pas arrêté de répondre positivement aux demandes des associations des victimes. De l'autre côté de la frontière, je me suis déplacé à 2 reprises, et avec plaisir d'ailleurs, pour dire effectivement la compassion qu'on avait vis-à-vis, bien sûr, des familles des victimes de tous ordres, disiez-vous, monsieur Garrikoy, tout à l'heure, parce que les victimes sont partout, mais d'où qu'elles soient, où qu'elles soient, on a été prêt à faire ce travail de mémoire, ce travail de récit qui est absolument nécessaire pour participer à la justice transitionnelle. Moi, je termine en disant que moi, j'ai eu, dans cette espèce de stop and go dont parlait tout à l'heure Max Brisson, des moments très positifs, il faut le dire. Vous rencontrez un Premier ministre en la personne de Jean Cazeneuve qui vient à Pau et qui a rendu possible, Jean Cazeneuve a rendu possible le désarmement de l'ETA. Il l'a rendu possible. Il a, à un moment donné, décidé, par un acte politique fort, que les choses seraient possibles. C'était Jean Cazeneuve, c'était la fin de la présidence, à la fin de la présidence Hollande. Moi, j'aimerais qu'à la fin de la présidence Macron, en tout cas de ce premier mandat, s'il y en avait un second, éventuellement, je ne sais pas, mais à la fin de cette présidence, il y a un acte fort. Mais il n'arrive pas. Merci. Vincent Bru, donc à Paris, puisque cette localité occupe une grande partie de votre temps, comment on ressent et quels contacts vous avez, et quels sont les propos de vos interlocuteurs? On ne va pas dévoiler ici tous les contacts que nous avons parce que nous le faisons de manière collective et pas de manière individuelle. Même si je n'oublie pas qu'il peut y avoir des initiatives personnelles et je compte en prendre une très prochainement. Mais le travail, il est essentiellement collectif. Et nous avons des interlocuteurs qui sont très ouverts. Donc nous avons récemment rencontré le garde des Sceaux, après avoir vu Madame Belloubet, Éric Dupond-Moretti, qui comprenait parfaitement notre démarche, mais on sent bien que le niveau ministériel n'est pas suffisant et que, comme l'a dit Jean-René Etchegaray, c'est sans doute au niveau de Matignon et plus encore de l'Élysée que les choses peuvent évoluer. Il y aura d'autres contacts que nous prendrons, d'autres initiatives que nous prendrons, mais c'est vrai que nous sommes, je le dis très franchement, en tant que membres de la majorité, nous restons un peu sur notre faim et nous sommes déçus, je le disais tout à l'heure, il y a un goût d'inachevé. On aurait aimé effectivement que les propos, en particulier que nous avons tenus avec Jean-René Etchegaray lors d'un déjeuner devant le président de la République, dans la préparation du G7, que ces propos aient davantage d'écho de la part du chef de l'État. Bon, eh bien, il faut essayer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, de rattraper tout cela. Moi, ce que je retiens, d'abord, c'est qu'il faut être très vigilant. Sur un sujet tout à fait différent, qui est la question de la langue basque, on voit bien qu'il peut y avoir en effet des reculs. Et dans l'histoire, certainement, Max Brisson nous expliquerait que les choses avancent, mais peuvent aussi, sous certains facteurs, reculer. Donc il faut avoir
et conserver une très grande vigilance. Ensuite, il faut résister. Et on l'a dit tout à l'heure, nous avons à faire face à une administration française toute puissante, beaucoup plus puissante que ne le sont les ministres eux-mêmes, et qui est capable de résister, d'oublier, et de considérer, comme vous l'avez dit vous-même, qu'au fond tout est résolu et qu'on leur casse les pieds avec une histoire qui n'existe pas, avec une réalité qui n'existe pas. Donc il faut vraiment résister là-dessus. Et puis, moi je crois que la mobilisation de tous, des élus bien sûr, mais également de la société civile est importante. Je pense que cela ne peut être mis sur la table que si on crée des conditions pour faire en sorte que les pouvoirs publics s'interrogent et, je l'espère, prennent les bonnes décisions. Donc je pense vraiment que cette pression doit continuer. Au fond, 10 ans après, le souffle d'Ayete doit encore nous inspirer. L'esprit d'Ayete est d'actualité et il nous oblige, comme certains l'ont dit, il nous oblige à agir pour que la paix au Pays Basque soit totale, que l'on passe de la situation des prisonniers à la situation des victimes, et puis que l'on recherche tous ensemble, de manière objective, les causes de ce conflit pour pouvoir créer une paix définitive. Ces commissions en vérité dont on parlera, cette justice transitionnelle, je crois que ce sont des choses importantes, c'est un objectif que nous devons avoir dans l'avenir, et il me semble que c'est la voie qui doit être faite, mais je ne cache pas que cette voie, elle est difficile, elle est ardue et elle est semée d'obstacles. Merci. Je me tourne vers Max Brisson. Oui, je vous le passe. Donc, en plus de votre expérience nourrie d'élu, vous avez aussi, je dirais par nature, un regard d'historien sur le Pays Basque, et sur le reste d'ailleurs aussi. Comment vous voyez les années qui viennent de ce point de vue-là? Merci. Comme les soutiens du président de la République ont planté le décor de la critique, je vais pouvoir m'en affranchir et répondre à la question posée. Moi, je pense qu'on peut avoir en partage un double objectif. Un, la réconciliation. Deux, le vivre ensemble dans un territoire basque qui serait précurseur d'une démocratie apaisée. Ça peut être nos objectifs parce que ça répond, pour parler d'histoire, à beaucoup de nos racines et beaucoup de nos gènes et beaucoup de notre identité. On a parlé violence, mais nous sommes indécrotablement une terre de tempérance. Et c'est donc c'est par rapport à cette histoire qu'on peut fixer cet objectif, pour y parvenir. Bien sûr, mais je n'y reviendrai pas parce que tout a été dit avant moi, il faut régler la question des prisonniers. C'est le caillou dans la chaussure. Et c'est même assez insupportable, même s'il y a eu des avancées. Assez insupportable. Le temps qu'il faut y passer, cher Anaïs Fénozas, l'énergie qu'il faut y mettre pour régler des problèmes humains, mais il faut d'abord régler cette question. Après, il y a la question de la réconciliation. Donc, du regard partagé sur ce qui s'est passé. Je peux espérer, moi aussi, une justice transitionnelle. Je le dis sous le regard de Jean-Pierre Massias. On en est loin. Mais au moins, ce qui nous appartient, c'est que nous soyons en capacité de construire un regard objectivé, portant toutes les souffrances, tous les clivages et toutes les envies de réconciliation. Et ce regard partagé, c'est à nous de l'écrire et à personne d'autre. Il pourra peut-être un jour aller vers d'autres formes de justice traditionnelle. Je peux militer pour, mais je mesure les obstacles. En revanche, je pense qu'écrire le livre de notre histoire pour qu'elle soit commune et partagée serait un apport important. Et cette réconciliation, elle passe bien sûr par la reconnaissance des souffrances de toutes
les souffrances. Et puis bien sûr, plus prosaïquement, et là c'est notre responsabilité d'élus, c'est d'apporter, ça a été dit par Jean-Jacques Lasserre, ça a été dit par Jean-René Tchegaray, des réponses politiques au sujet de tensions qui ne cessent, mais c'est la vie, de se renouveler. On peut cranter des acquis sur la langue basque. Beaucoup de choses restent à faire, mais enfin, on n'est pas dans la même situation qu'il y a 20 ans. Et même lorsque le Conseil constitutionnel censure, on finit par trouver des solutions. Ce qui était impensable il y a 20 ans. Et malgré tout, cette année, à la rentrée scolaire, il y a 2 nouvelles classes immersives qui ont été ouvertes dans le public, une Ikastola qui a été ouverte et une classe immersive dans l'enseignement catholique. Postérieurement, c'est dire la maturité et la manière dont on a canté les choses. Donc il faut apporter d'autres réponses à d'autres sujets et de la même manière. Face à ça, il y a 2 obstacles qu'il faut avoir en tête et qu'il nous faut surmonter. Je vais terminer là-dessus. D'abord, notre capacité à nous chamailler, ce que je disais tout à l'heure. Le consensus, ça se travaille. L'autre, il faut y penser constamment. Les sujets de tension et de clivage sont constants. Nos aspirations à nous quereller sont en nous. Dans les moments forts, on peut les dépasser. Il faut qu'on soit en capacité de mettre du charbon, permettez-moi d'insister là-dessus, sur le consensus qui s'est construit. Et puis, bien sûr, il y a l'immense indifférence parisienne, c'est-à-dire, enfin, ou nationale, c'est-à-dire la construction intellectuelle des élites de ce pays. Et pas que politique. Et je dirais peut-être que c'est chez les politiques qu'on a parfois le plus d'ouverture pour penser différemment. Moi, je rêve, comme tous ici, d'une république qui ouvre les chemins de la différenciation pour répondre différemment à des problèmes particuliers qui n'existent pas ailleurs. Il faut bien le dire que ce discours-là se heurte à une incapacité intellectuelle à penser ainsi. Robespierre et Bonaparte continuent de nous surveiller. Donc à nous, patiemment, d'essayer de tourner la page de Robespierre et de Bonaparte. En plus, ils ont mal fini tous les deux. Voyons, les quelques mots que je voudrais exprimer, je vais essayer. Donc, on bascule sur la seconde partie de cette réflexion. On n'enlève rien aux préoccupations sur ce qui a fait un peu l'originalité de Baké-Bidéa, du mouvement qui a été sur les prisonniers, tout ça, bien sûr, ce n'est pas achevé. Des progrès ont été faits. On bascule maintenant sur l'autre partie, me semble-t-il. Comment construire la paix, comment construire le vivre ensemble. C'est bien sûr ça qu'on est. Hein. Moi, je vous dirais, je pense qu'en Pays Basque, une fois que le premier sujet donc, a été traité, qui a été un sujet visible, déterminant, émergent et très fédérateur, mon sentiment, c'est que nous avons plutôt plusieurs sujets, plusieurs éléments de fracture qui peuvent être préjudiciables pour le devenir de ce pays. Alors, certains de ces sujets, me semble-t-il, sont des sujets partagés par tout le territoire de France, et il y a des sujets aussi qui sont inhérents au Pays Basque, et je crois que la construction de vivre ensemble mériterait qu'on discute autour de ceci. Je pense également que l'erreur à ne pas connaître, c'est de trouver le plus petit dénominateur commun en accusant le gouvernement de gauche et de droite ou ailleurs. C'est commode, c'est facile, on n'a pas préféré se mettre sous la dent sur le coup, mais on peut toujours se sortir d'un débat en se disant ça. Moi, l'idée que je me fais de ces discussions, c'est que, en tout cas, personnellement, les plus beaux plaisirs que je me suis fait dans ma vie, c'est d'apporter à ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent et qui nous ignorent, leur apporter des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé. Donc, je persiste à considérer que nous avons une obligation, une capacité, un pouvoir d'innover, de créer des solutions auxquelles personne n'a pensé, parce que nos particularités, nos préoccupations,
notre configuration intellectuelle. Je voulais dire ceci parce que je crois qu'il y a des choses à faire pour le Pays basque. Les éléments qui peuvent être des éléments de fracture, vous les connaissez tous. Il y a quelques conseillers départementaux qui sont autour de moi et conseillères départementales avec lesquels nous travaillons en permanence sur les éléments de fracture. La pauvreté, ce n'est pas particulier au Pays basque, il y en a partout, mais on ne pourra pas ne pas regarder. C'est un élément de fracture. La solitude, de plus en plus, on se rend compte que la solitude, en urbain et en rural, sont des éléments de fracture. Il faudra qu'on regarde tout ceci. L'immigration, que voulez-vous? Nous sommes tous un peu atterrés de la tournure que prennent les discussions par rapport à l'immigration. On altère les solidarités, l'humanisme minimal dont chacun devrait l'avoir dans les gènes, dans le cerveau, sans jamais y revenir. C'est un sujet qui est grave et Dieu merci en Pays basque, avec des sujets que vous connaissez tous, je ne vais pas développer, lieu de passage, mais également recherche de sédentarisation, il y a dans notre société un élément de fracture. Le manque de perspective, c'est terrible le manque de perspective. Et on le constate toujours au niveau de notre jeunesse, notamment la jeunesse, qui est surtout malheureuse, surtout malheureuse d'un manque de perspective, d'un manque d'ambition, appelons ça comme d'idéal dans sa vie, avec le corollaire, une immense fragilité de la jeunesse et un terreau très réceptif à toute manipulation de quelque genre que ce soit. Moi, je le ressens comme ceci, donc grande interpellation. Alors, je vous livre ceci parce que je considère qu'on a, en direction de tout ceci, un devoir de réflexion et d'action collectif. Je reviens au Pays basque, parmi les éléments de fracture. Grand débat que nous avons au Pays basque, moi je le lis comme ceci. Nous sommes une terre qui est une terre convoitée, qui est désirable par toute une catégorie de population, parce qu'il fait bon y vivre, parce que l'aspect culturel qui vous procure de l'émotion au quotidien, parce que nous avons une ambiance de sécurité qu'il n'y a pas ailleurs. La foule de retraités à partir de Toulouse et de tout le midi de la France vient chez nous, parce qu'on retrouve chez nous des choses dont... par rapport donc à cette attractivité du Pays basque, nous avons besoin de savoir de quelle façon on traite de tout ceci. Je ne crois pas qu'on puisse fermer. C'est vrai pour le tourisme, c'est vrai pour... Je vous dis ce que j'en pense. On ne peut pas fermer un pays, mais on ne peut pas l'ouvrir n'importe comment. Grand débat politique. Et je pense que tout ceci, surtout ce que je viens d'évoquer, me semble-t-il, peut devenir un élément de fracture et en tout cas doit être travaillé. Je ne parle pas des politiques d'emploi et d'insertion. Nous avons à y travailler également, chapeautant le tout. Peut-être une meilleure définition du projet économique du Pays basque, parce qu'il faut y revenir des fois aussi, que voulons faire de notre agriculture. Il y a beaucoup de débats contradictoires pour certains d'entre eux, dans notre industrie avec l'exiguïté des terrains et les partenariats engagés avec des régions voisines peut-être. Il y a toute une série d'éléments, me semble-t-il, puisqu'on est sur le sujet, comment vivre ensemble. Me semble-t-il, toute une série d'éléments qu'il nous faut regarder collectivement en essayant de voir de quelle façon un peu originale, un peu productive aussi, parce qu'il faut des résultats, sinon on ne tient jamais le coup. Je ne parle pas de la question du logement, bon, c'est tellement préoccupant, mais moi je suis convaincu qu'une attitude collective bien pensée, bien réfléchie, on en parlait avec toi Alain tout à l'heure, peut porter des fruits. Ça veut dire aussi que dans nos esprits, une certaine révolution culturelle, parce que nous sommes souvent, en Pays basque, les propres acteurs des déséquilibres. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Je crois que je ne vais pas risquer de prendre des tomates en disant ceci. Et quand je parle du logement et du foncier, donc, il y a toute une série de sujets qui, me semble-t-il, c'est plus une superposition de sujets que le sujet qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, qui était tellement évident, colossal, et qu'il fallait traiter, et qui n'est pas terminé, j'en conviens. C'est plutôt une mosaïque de préoccupations que nous devons regarder les yeux ouverts pour essayer justement de travailler ensemble avec quelques éléments déterminants que voulons-nous faire de notre territoire, sur quelle économie, sur quelle capacité d'accueil, on le fait, on ne le fait pas. Moi, que voulez-vous, quand j'ai vu les épisodes du Covid et quand je voyais des Parisiens malheureux qui ont passé des mois et des mois dans des studios de 40 mètres carrés avec 3 gosses et qu'on regardait de travers parce qu'ils venaient s'oxygéner ici, j'étais malheureux. Voilà. Alors c'est facile à dire, mais c'est comme ça. Il y a des interpellations directes pour les acteurs du Pays basque, et je crois que, voilà, me semble-t-il, puisqu'on est sur le registre, donc, à quoi allons-nous nous occuper dans les années à venir? C'est bien ça. Hein, je crois que ces réflexions doivent être conduites. Merci. Alice, vous aviez peut-être aussi votre regard sur le futur et les moyens d'y parvenir?
Oui, alors moi je pense que pour continuer dans ce processus de paix, il faut commencer par faire sauter le verrou des prisonniers. Ça, je crois que c'est une première étape qui est absolument indispensable. Alors, on est dans un contexte difficile de par la lutte contre le terrorisme qui est liée à l'actualité. Mais il faut absolument que la justice s'adapte au nouveau contexte du Pays basque. Et ça, je crois que j'entends bien l'indépendance de la justice. Certes, il faut que la justice reste indépendante, mais je pense aussi qu'ils doivent entendre un message clair de la part du gouvernement par rapport à ce nouveau contexte et par rapport au fait qu'il n'y a plus de risque au niveau du Pays basque, et que donc les personnes doivent être jugées en fonction du droit et du droit commun, et que des personnes qui ont effectué leur peine doivent absolument sortir. Ensuite, ce que je voulais dire également, c'est que là-dessus, nous allons continuer de travailler, nous, que nous soyons élus ou représentants de partis politiques, nous allons continuer de travailler dans le respect mutuel, y compris les chamailleries dont parlait Max Brisson, mais qui trouvent toujours des issues positives. Mais nous ne sommes rien sans la société, absolument rien. Il faut quand même reconnaître que les avancées majeures de ce processus de paix, elles ont été faites suite à des actions de la société, je dirais en particulier Louchot qui a déclenché le désarmement de Théa. Et nous avons besoin de la société pour pouvoir continuer à œuvrer pour ce processus de paix. Un autre point fort concernant la suite des événements, c'est qu'il s'agit surtout de ne pas oublier le passé. Chacun, quel qu'était son rôle, est responsable de ses actes, et la vérité doit être dite, non seulement sur les actes en question, mais sur les raisons qui ont provoqué ces actes-là, sur comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Il faut absolument qu'il ne reste aucune zone d'ombre. Et je crois que ce n'est que après ça qu'on pourra parler de réconciliation et de vivre ensemble. Alors, les perspectives d'avenir, moi, j'en vois de deux ordres. Mais autour d'un seul terme. Ouverture, même si nous n'en avons pas manqué pendant ces 10 dernières années. Mais nous devons continuer à être persévérants en la matière. Alors, ouverture, peut-être du champ d'action et des modalités de ce qu'on a appelé ces espaces de dialogue, qui aujourd'hui se sont faits pour faire avancer les choses dans la discrétion et le secret, et qui ont permis un certain nombre d'avancées en matière de rapprochement de prisonniers, que ce soit en Espagne, que ce soit en France. Et de façon paradoxale, ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, de façon plus importante en Espagne qu'en France. Et je me souviens, mais Michel Berroco-Irigoyen n'est plus là pour le dire, mais il aimait à le rappeler, la déclaration d'Emmanuel Macron à Biarritz, que l'histoire ne devait pas bégayer. Elle continue de bégayer. Et pour qu'elle ne continue pas de bégayer, les autres ont une responsabilité et nous aussi. Donc je crois qu'il faut continuer à ouvrir pour faire adhérer, pour dire aussi publiquement des choses qui doivent être dites, et pour promouvoir ce que tu as très bien dit, Alice, pour promouvoir ce qui rentre et qui doit être au cœur de notre projet, c'est la justice transitionnelle. Et il faut mettre ce dispositif au cœur, dans nos discussions privées, mais également publiques, pour faire avancer les choses et sortir peut-être de ce gué dans lequel nous
nous sommes. Donc la justice et la vérité, c'est pour toutes les parties. Bien sûr, pour toutes les parties. Et avec comme mesure immédiate, d'abord la libération, et tu l'as très bien dit Alice, la libération des prisonniers malades et qui sont enfermés depuis plus de 30 ans. C'est le premier point que nous devons obtenir. Et pour les victimes à court terme, et cela rentre dans ce processus, comme Ayete a lancé un processus, la justice traditionnelle est également un processus, une démarche qui ne se décrète pas et qui se construit dans le temps. Alors, long pour certains et plus court pour d'autres comme nous qui sommes des acteurs et qui voulons que les choses avancent plus rapidement. Donc c'est la réparation morale et financière pour les victimes, pour les uns, mais c'est également la libération et le retour d'exil pour les autres. Voilà, ces mesures-là, elles doivent être au cœur de nos discussions, dans ces espaces de dialogue. Et ensuite, ouvrir, c'est également ouvrir des champs de discussion, sans parler de toutes les thématiques et les compétences que nous exerçons dans nos collectivités, c'est ouvrir des discussions sur les évolutions institutionnelles. Quelle place pour le Pays Basque en France, en Espagne, en Europe? La société basque, où se situe-t-elle? Et cela, il va falloir le construire ensemble avec des sensibilités différentes, comme Ayete l'a permis, c'est-à-dire en regardant devant, et avec certainement des confrontations et des positions très différentes sur les échéances et sur les objectifs. Et des discussions également, même si des choses ont avancé, bien sûr qu'elles ont avancé sur la langue et la culture basque. Mais aujourd'hui, il faut des évolutions et un cadre juridique pour garantir la place de cette langue et de cette culture basque, et en particulier dans l'enseignement, pour permettre à l'Eshkwara de côtoyer le français et le basque avec les mêmes conditions de réussite. Et ça, c'est un cadre juridique qui doit le permettre. Voilà, c'est des discussions que nous devons avoir, société basque, élus de sensibilités différentes. En tout cas, moi, cette ouverture-là, c'est comme ça que je la vois, et je pense que c'est une des clés de la résolution et de l'avancée de notre processus. Merci. À ce stade, déjà quelques-uns nous quittent. On les remercie de leur participation. Max Brisson a convoqué Robespierre et Napoléon. Moi, je crois qu'on pourrait aussi convoquer Jules Ferry et Louis XIV et sa conception de l'État. Je voudrais simplement faire part d'une réflexion qui m'est arrivée hier soir. Vous allez parler, donc aujourd'hui, ce matin, des prisonniers et de la nécessité de se prendre en charge et d'innover, d'avoir confiance en nous, ce qui est le cas pour tout sujet, que ce soit linguistique, économique ou autre. À quelques pas d'ici, à la frontière du Pays Basque, il y a une expérience qui est un peu méconnue, c'est ce qui se passe à Tarnos avec l'accueil par la communauté d'Emmaüs de prisonnières en fin de peine, dans un cadre ouvert, qui est donc accueillant et qui est aussi une bonne passerelle pour aller ailleurs, retrouver la vie civile normale, et en tout cas terminer de façon honnête, mais surtout digne, leur situation. Voilà. Bien. À ce stade, donc, je crois que chacun a pu donner son point de vue. Je vous remercie donc tous, élus et ex-élus, de votre participation.